s'il y en a en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, peu de moi. Rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Philippe, en avant l'écho, et on va parler des nouveaux moyens de diffusion, de consommation du rugby, Twitch, YouTube, podcast. Évidemment, plein de belles choses qui arrivent pour faire progresser le rugby. Samedi 23 mai prochain, au Stade Atlantique de Bordeaux, le Crunch Creator, un France-Angleterre réunissant les créateurs de contenu et anciennes légendes du rugby, se tiendra pour la première fois devant 42 000 spectateurs. Et il y aura également sur Twitch et sur YouTube. C'est en partenariat avec Canal+ qu'a lieu cet événement. Philippe, le rugby professionnel en France est attaché par un lien historique, on le sait, aux médias, on va dire, plus traditionnels, que ce soit en télévision avec Canal+, sans oublier France Télé pour le tournoi Destination et maintenant TF1, et avec la radio. Est-ce que ces nouveaux moyens de consommation, de diffusion, ça va dans le bon sens pour le rugby ? Bien sûr que ça va dans le bon sens pour le rugby, pour une raison assez simple, c'est que on a besoin d'élargir l'audience. On a beaucoup parlé de cet enjeu majeur pour le rugby français dans les tribunes et dans les fans, cette nécessité d'élargir notre cible en termes d'âge moyen, en termes de féminisation, et en ça, toutes ces initiatives sont intéressantes. Aujourd'hui, il y a bien sûr le rapport historique maintenant à YouTube, mais Twitch qui est venu complètement chambouler les codes avec un modèle un peu différent, très axé sur le direct et un modèle de monétisation un peu différent. Mais en tous les cas, tout le monde le demande. Les institutions, les ayants droit, la fédération, la ligue, qui souhaitent rajeunir leurs audiences, pour une raison assez simple. La finalité de tout ça, c'est de mieux monétiser. Et aujourd'hui, on voit que ces supports, que sont Twitch, que sont YouTube, ils ont bien éprouvé leur modèle de rentabilité et de monétisation. Et au-delà de ça, les grands annonceurs qui sont le socle du modèle économique du rugby français le réclament. Ouais, évidemment. Est-ce que, mine de rien, cette nouvelle génération dite TikTok, est-ce qu'on doit s'inquiéter sur, en fait, les jeunes générations regarderont plus un match en entier, ils consommeront par bride des highlights qu'on peut trouver sur différents réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est une inquiétude ou au contraire, c'est juste un complément de ce qu'on connaît déjà et toutes les générations viendront au fait qu'au bout d'un moment, ils consommeront le rugby en entier et les matchs vont pas être dévalués, on va pas passer de 80 minutes à 50 minutes parce que les gens tiennent plus 80 minutes devant un match de rugby? Alors d'abord, il faut faire attention, l'enjeu économique du rugby repose, je le dis assez régulièrement ici à l'antenne, sur la vie jour de match et donc sur les spectateurs, sur la vie dans les stades. Donc l'enjeu du match n'est pas remis en question dans notre modèle économique. Après, la façon de consommer pour le téléspectateur, elle va forcément évoluer dans le temps, mais je pense que tous ces nouveaux outils, toutes ces nouvelles initiatives, elles vont venir amener du complément, amener de l'attrait, renforcer l'attractivité pour le produit et l'intérêt aussi des sponsors, parce que de façon très simple, on mesure l'audience très simplement avec ces supports-là, et ça intéresse les annonceurs aussi de savoir exactement à qui ils s'adressent et qui ils touchent. On peut quasiment individualiser sa cible et le message à adresser, donc en ça il y a un vrai intérêt. Donc je pense pas que le modèle traditionnel des matchs télévisés en entier soit remis en question pour l'instant, mais en tous les cas, ça amène une réflexion et une évolution globale sur la façon dont les nouvelles générations vont avoir des attentes un peu différentes dans leur consommation, et il faut être capable d'y répondre. On sait d'ailleurs, on a vu que récemment un streamer de la chaîne Nous Sport, Florian Marlière, avait obtenu les droits de diffusion de la première chip. Aucune chaîne de télévision n'avait voulu ces droits-là de façon, on va dire, classique, habituelle. Que ça arrive sur ces réseaux-là, c'est une bonne chose pour continuer à faire vivre le rugby d'une autre façon et qu'on ne soit pas forcément focalisé uniquement sur notre rugby hexagonal et que d'autres rugby viennent un peu taper à notre porte. Bien sûr, parce que tu disais tout à l'heure que il y a une culture dans le rugby français d'attachement aux ayants droit avec les télés classiques. Mais c'est aussi pour une raison très simple, c'est qu'on y trouve notre compte d'un point de vue économique.
parce que les droits payés sont élevés. On a assez régulièrement parlé de la renégo entre la Ligue nationale de rugby et Canal+, et on voit à quel point aujourd'hui les droits payés par Canal+ impactent le modèle économique de notre rugby professionnel. Donc tant qu'on trouve notre compte avec les diffuseurs traditionnels, il n'y a pas de raison de faire autre chose, si ce n'est à la marge, pour créer de l'événementiel, de l'entertainment, aller toucher cette nouvelle audience, faire plaisir à nos sponsors. Mais le socle du modèle économique, il repose sur les médias mainstream. Malgré tout, ce qui est intéressant, ce que tu viens d'évoquer, cette initiative de la Premiership anglaise, les montants sont dérisoires. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. C'est que les droits ne coûte pas cher du tout. Et pourquoi la Premiership s'est retrouvée dans cette situation? C'est parce que le produit a été un peu dégradé et qu'ils n'étaient pas en position de force avec des diffuseurs classiques pour aller chercher les droits qu'ils voulaient. Donc ils ont préféré sacrifier quelques centaines de milliers d'euros et se dire on prend ce pari-là, parce qu'aujourd'hui, je le répète, on commence à avoir un modèle économique qui est éprouvé, ça plaît aux annonceurs, ça plaît aux sponsors, et donc ça permet de réfléchir à demain une monétisation différente pour être moins dépendant des acteurs médias diffuseurs traditionnels. Parce que c'est toujours pareil, dans des négociations commerciales, il y a la loi de l'offre et de la demande. Et c'est ce qui s'est passé, notamment, on en a parlé aussi souvent, avec le PCR et les compétitions européennes, la Champions Cup notamment, qui a perdu beaucoup en termes de montant sur la dernière renégo des droits, parce qu'il y avait moins d'acteurs intéressés par le produit. Ouais. Et donc l'enjeu aussi pour les détenteurs de droits, c'est de dire aux médias traditionnels et aux diffuseurs traditionnels, nous, on a d'autres leviers et on n'est pas forcément dépendant de vous. Exactement. On peut d'ailleurs, tu as cité, on a parlé de la Ligue nationale de rugby, mais on peut citer également la FFR qui, depuis quelques temps maintenant, fait ça avec des avant-matchs animés par Émeric Milan notamment, qui collabore avec Alexandre Priam également sur Bureau Ovale avec Poney Club. Est-ce que on alors là, je rebondis, le modèle est un peu différent puisqu'on parle pas de diffusion de match. Non, on c'est est de l'avant-match. sur la Justement. façon de faire vivre. Et justement, Philippe, est-ce qu'on n'est pas dans un virage comme on a connu au début des années 2000 avec Max Guazzini au Stade Français qui a un peu révolutionné le rugby? Maintenant, quand on va au stade et qu'on voit des drapeaux d'un club, ça nous paraît commun. Au début des années 2000, c'était une révolution. Est-ce qu'on est un peu sur ce virage-là que emprunte le rugby, où on se dit, maintenant les moyens de consommation qu'on connaît actuellement, ils vont rester sur des décennies entières avant une nouvelle révolution dans quelques années? On est rentré de plein pied dans l'ère de l'entertainment. L'enjeu, et on reparlera peut-être tout à l'heure avec notre invité de l'initiative du 23 mai. Et on est clairement là-dedans. Les 42 000 personnes qui ont acheté leur place pour aller au Matmut Atlantique, ils attendent pas un spectacle rugbystique. Ils attendent un show. Avec des anciens joueurs connus sur le terrain, mais une vie autour, une expérience spectateur particulière. Et il y a ce même principe d'expérience téléspectateur. Et donc avec Twitch là spécifiquement, qui est une plateforme dédiée à la culture du direct, pour faire vivre de façon beaucoup plus immersive l'événement en dehors de ce qui est potentiellement visible à la télé et axé exclusivement sur le côté sportif. Est-ce que, par exemple, ce qui arrive assez fréquemment au foot, notamment en Ligue 1, avec des clubs qui commentent les matchs de leur équipe sur Twitch avec des personnes, on pense notamment à un célèbre speaker de Nice qui a fait, il a connu des hauts et des bas cette saison, mais il a fait beaucoup parler sur les réseaux. Est-ce que les clubs de rugby pourront bientôt arriver à ce genre de contenu pour également animer, créer une vraie communauté auprès des clubs? Alors évidemment, c'est le stade et les personnes en réel et en physique qui compteront, mais est-ce que par exemple un supporter du Stade Toulousain qui vit en Bretagne, qui peut pas se rendre à Ernest Vallon tous les week-ends, sera content peut-être de pas regarder le match sur le diffuseur, mais peut-être sur la chaîne Twitch du club? Oui, c'est possible. Alors, il faut faire très attention parce que, en fait, tout ça est très, très encadré. Et donc, l'enjeu aussi pour les détenteurs de droits, notamment la Ligue, c'est de verrouiller tout ça pour protéger Canal+. Évidemment. Donc, quand je dis commenter, il commentera sans les images, comme font la plupart des streamers et Twitch, qui n'ont pas d'autorisation et qui commentent plus pour de la sympathie, une ambiance, une humeur, quoi.
C'est important de préciser ça Bien sûr. à nos auditeurs, c'est-à-dire que on est sur un autre type d'expérience, complètement, mais avec de la discussion et c'est comme si on se Interaction, bien sûr, retrouvait bien sûr. dans le salon de copains qui discutent du match, qui le débriefent en direct. Donc on vient chercher autre chose. Donc il n'y a pas une concurrence directe sur le produit, mais cet enjeu des droits, ça devient vraiment une réflexion très très stratégique, puisque on a vu qu'un streamer avait racheté il y a quelque temps déjà des droits importants pour le coup pour le foot aux Ouais. US et donc il y a là on était sur des échelles des enjeux économiques qui étaient beaucoup plus importants, où là on était en concurrence directe Avec des chaînes. vu les montants avec des chaînes. Là c'est pas le cas donc pour cet exemple de la première chip, mais en tous les cas ce qui est intéressant c'est ce virage qu'on est en train de prendre et que doivent prendre tous les acteurs qui l'ont compris, parce que Twitch en France aujourd'hui c'est 15 millions d'utilisateurs, donc c'est quand même colossal. Sur une cible plutôt moins de 30-35 ans, et donc aujourd'hui les annonceurs sur tous les métiers de service, tous les annonceurs du rugby qui veulent adresser cette audience-là, ils vont demander demain aux acteurs des garanties sur le fait que on soit capable d'aller les adresser. Dernière question, Philippe, dans ta chronique. Est-ce que du coup, on parle évidemment de ces droits qui sont négociés entre le diffuseur Canal+ et la Ligue nationale de rugby. Est-ce que ces droits peuvent baisser au vu parfois du spectacle offert par certaines rencontres entre du dimanche soir, du samedi soir? Est-ce que du coup, la Ligue nationale de rugby joue pas un peu avec le feu également au vu de ces nouveaux moyens de consommation, de ces nouvelles arrivées de Twitch, YouTube, podcast, etc., etc. Est-ce que il faut faire attention à ce que Canal+ ne baisse pas l'enveloppe non plus pour que le rugby français reste un championnat fort? Alors, pour que le rugby français reste un championnat fort, en effet, il faut qu'on ait des droits forts, parce que je le répète, on voit au fil des années à quel point les droits télé sont devenus un socle à notre économie. Et Canal+, je l'ai toujours dit, a voulu de façon bienveillante accompagner le rugby français, parce que dans le jeu de la concurrence, dans la renégociation des droits, personne n'était prêt à venir s'aligner avec Canal, ni même à mettre 20-25% de moins que Canal+. Donc la somme payée par Canal+, elle est plutôt généreuse, elle est aussi liée à une histoire commune qui est longue, et ça vraiment il faut le saluer, parce que l'offre qu'a fait Canal+, ils n'étaient pas obligés de la faire. Il y avait un prix de réserve bien sûr fixé par la LNR, mais d'une façon ou d'une autre, s'il n'avait pas été atteint, c'était Canal+ qui aurait eu les droits. Il faut pas se mentir. Donc ça c'est le premier point. Donc bien sûr qu'on a besoin de ça, mais en face de ça aussi, là où le rugby français s'est encore renforcé dans la négo, c'est qu'aujourd'hui, on en parle aussi régulièrement, on a des chiffres d'augmentation d'audience et d'affection du grand public pour le rugby qui servent aussi Canal+. Donc aujourd'hui, tout est une question de rapport qualité-prix, parce que quand vous payez les droits, vous payez les droits certes pour exploiter, mais derrière il faut produire. Et si vous payez cher les droits, vous avez tout intérêt à bien produire pour valoriser le produit. Donc toute la question, c'est l'équilibre entre le prix payé pour les droits et ce qu'on veut faire en termes de moyens investis pour bien le valoriser. Et donc aujourd'hui, je pense que les gens de Canal+ sont satisfaits de ce qu'ils font avec le rugby et de la dynamique en France autour de notre sport. Donc on n'est pas vraiment en danger pour les années qui arrivent. Bon, merci beaucoup Philippe. Évidemment, la chronique En avant l'écho que vous pouvez retrouver à tout moment en podcast ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio.